Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un week-end sans match NBA. Il n'y a plus de match de pré-saison, la pré-saison est terminée. La NBA reprend ses droits dans la nuit de mardi à mercredi, mais on se fait encore des CQFR avec toute l'actualité autour du basket, sans forcément du coup évoquer les matchs, mais on a plusieurs choses à aborder, Shai. Et je te propose qu'on démarre avec un sujet un peu particulier, qu'on n'était pas sûr de traiter à la base, mais qui finalement fait l'ouverture de ce CQFR. C'est une intervention de Kenyon Martin dans une émission de Gilbert Arenas. On pourrait répondre Camoulox déjà. Voilà, non mais ça commence très mal. C'est-à-dire, tu vois le profil des deux mecs dont on parle. Kenyon Martin, qui a déjà, enfin, il a déjà quelques sorties à son actif. Voilà, on le connaît bien le garçon. Et Gilbert Arenas, bon bah voilà, c'est un peu, c'est l'émission. Je sais pas s'il y a des équivalents à son émission. C'est à la fois, enfin, c'est très très libre. Les mecs ont pas de filtre et t'as l'impression qu'ils savent même pas qu'ils sont enregistrés tellement ils sont libres et qu'ils disent un peu tout et n'importe quoi. Oui, mais alors du coup, c'est exactement ça. Et le tout et n'importe quoi, c'était surtout n'importe quoi. En fait, donc l'intervention de Kenyon Martin, elle concerne Luka Doncic. Euh, on a voulu en parler parce que quand même des fois, faut revenir sur ce genre d'argument. Donc en gros, Kenyon Martin a commencé par dire que selon lui, Luka Doncic n'est pas le meilleur joueur des Dallas Mavericks. Voilà. Ça commence bien. C'est comme ça qu'il commence son intervention. Il y a plein de sourires et de semi-rires autour dans le studio avec Gilbert Arenas. Et du coup, bon, personne ne sait trop comment réagir jusqu'à ce qu'un mec lui demande, mais du coup, si c'est pas Luka Doncic, c'est qui? Bah, évidemment, Kyrie Irving. Donc, selon lui, Kyrie Irving est un meilleur joueur que Luka Doncic. C'est comme ça qu'il le présente au début. Il dit, c'est un meilleur joueur que Luka Doncic. Et quand il voit que ça part un peu en vrille, il commence à dire non, mais si tu fais un contrat entre les deux, c'est sûr que c'est Kyrie qui gagne. Et si tu donnes la balle à Kyrie dès le départ, Luka, il voit même pas la balle. Voilà comment il justifie le fait que selon lui, Kyrie Irving est un meilleur joueur que Luka Doncic. Alors bon, c'est vrai que là, on est en train de réagir sur une intervention dans un podcast, mais ça me marque quand même parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir un prisme très bizarre du basket pour commencer ton intervention par Luka Doncic est un moins bon joueur que Kyrie Irving ou Kyrie Irving est un meilleur joueur que Luka Doncic et finir par non mais s'ils font un contre un, c'est Kyrie qui gagne. Mais tu sais, en fait, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que il dit aussi en gros, chaque vrai bowler sait que c'est la vérité. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que les gars qui ont joué au basket savent qu'en 1 contre 1, enfin, après c'est implicite au début, il dit pas en 1 contre 1, machin, il dit juste, il commence par une question en fait, il dit, mais est-ce que Luka est vraiment le meilleur joueur des Mavs? Et après, il explique et il dit tout ce que tu as dit, mais voilà, le côté un peu gênant, c'est toujours ouais, bah, nous, on est des basketteurs, on sait que les vrais basketteurs savent que Kyrie, c'est un meilleur joueur de basket. Alors, le truc, c'est que ça veut rien dire parce que est-ce que c'est un meilleur joueur dans 1 contre 1? Bah, c'est un meilleur joueur dans 1 contre 1 que quasiment n'importe quel joueur sur la planète, Kyrie. On n'a jamais dit le contraire. C'est un des plus beaux handles. Il a les skills. Il a un bag, comme ils disent, qui est. On n'a quasiment jamais vu ça, donc c'est pas la question. Mais pour gagner des matchs de basket, est-ce que c'est le meilleur joueur? Bah non. Est-ce qu'il est plus complet que Luka? Non. Enfin, l'autre, c'est un playmaker. On sait même pas ce que ça donnerait vraiment en 1 contre 1 d'ailleurs. C'est pas du basket. C'est ça l'idée en fait. C'est un autre sport après, c'est une autre discipline le 1 contre 1. C'est très divertissant. On adore regarder des mecs se défier en 1 contre 1, c'est super cool. Mais on parle dans le contexte de la NBA. À quoi ça sert d'être vraiment meilleur en 1 contre 1 tout le temps? C'est bien, ça fait aussi le talent de Kyrie, ça fait aussi le joueur qu'il est, mais prise à 2, c'est fini en fait, en théorie. Si c'est que ça, c'est pas le cas. Kyrie, c'est un joueur exceptionnel, mais dire que Luka est moins fort alors qu'il a quand même une palette de playmakers, d'attaquants qui est. Alors oui, défensivement, honnêtement, ça se vaut. Et c'est aussi pour ça que je dis que j'ai du mal à croire dans les Mavs. Les deux meilleurs joueurs de l'équipe sont nuls en défense. Enfin, nuls. Sont pas des plus-values en défense. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais oui, l'intervention un peu provoque. Je sais pas, tu sais, ça fait genre. Et le pire, c'est que je pense qu'il n'est pas le seul à le penser, tu sais, à le formuler comme ça. Parmi les anciens, un peu genre, non, mais nous, on sait, les vrais joueurs de basket, que Kyrie, c'est un meilleur joueur. Mais bon, c'est un peu. C'est pas la première fois qu'il y a des trucs comme ça dans cette émission. On n'est pas obligé de regarder, on n'est pas obligé d'écouter, mais ça reste des anciens joueurs, des anciens All-Stars, des mecs qui parfois disent des trucs intéressants. Arenas, parfois, au milieu du torrent de provoque, il y a des trucs intéressants dans l'analyse. Kenyon Martin aussi, mais des fois, c'est un peu limite, quoi. Non, mais tu as mis le doigt sur le sujet que justement je trouvais le plus intéressant, c'est justement ce mot, il dit les vrais gens du basket, real basketball people knows. Ouais. Pourquoi je trouve ça intéressant?
on a entendu des tonnes et des tonnes de fois, en France aussi, beaucoup entendu. Non, mais si t'es pas pro, si t'as pas été pro, tu peux pas comprendre, tu peux pas parler de notre sport, tu peux pas parler de ci. Ça se fait encore aujourd'hui et pas que au basket, ça se fait dans tous les sports. J'ai même déjà entendu Evan Fournier un jour le dire aussi. Je le vois à chaque fois qu'il y a les votes des journalistes pour les awards. Non, mais les journalistes, ils comprennent rien, ils connaissent pas le basket. Alors oui, il y en a peut-être qui connaissent pas très bien le basket, etc. Mais je pense vraiment qu'avoir joué en pro n'est pas une condition pour connaître bien un sport. Ça apporte des choses, ça apporte des éléments effectivement que d'autres n'ont pas. Ça, c'est un fait. Mais pour comprendre globalement l'ensemble du sport, c'est pas une garantie en fait d'avoir été pro. Et pour moi, c'est facile de dire les anciens joueurs, mais les joueurs d'aujourd'hui, ce sera de futurs anciens joueurs. Donc, Kenyon Martin, la manière dont il raisonne sur le basket aujourd'hui, il raisonnait sans doute plus ou moins de la même manière à l'époque où il était pro. Donc, tout ça pour dire les vrais gens du basket, regardez les avis des anciens. Alors, Kenyon Martin, Gilbert Arenas, je sais que là, on a choisi un peu. C'est pas la fine fleur. Il y a différentes. Non, mais c'est vrai, bien sûr qu'il y a d'excellents analystes. Mais c'est juste pour montrer, de la même manière qu'il y a des très bons journalistes qui connaissent le basket, d'autres qui connaissent un peu moins, mais qui ont d'autres spécialités, etc. Ça marche pareil pour les pros. Quand tu vois ce genre d'avis sur Kyrie Irving et Luka Doncic, quand tu vois des fois les votes donnés par les joueurs actuels pour l'All-Star Game, quand tu vois des anciens pros te dire non, mais Jordan Crawford ou Jamal Crawford, ça marche pour les deux Crawford. Aujourd'hui, c'est une honte qu'il ne soit pas dans la ligue, il tafferaient tout le monde. Ce n'est pas une ligue de 1 contre 1, tu vois ce que je veux dire? Et c'est le même exemple que là pour Kyrie Irving, Luka Doncic. Donc, juste, j'aime bien parler de cet exemple, de ce qui se passe là avec ce qu'a dit Kenyon Martin pour montrer, mais être un ancien pro ou avoir joué en pro, ça ne veut pas dire que tu as la science infuse et que tu n'as que des excellentes techs sur le basket, quoi. Non, mais le truc, c'est qu'on parle de gens qui ont été formés dans le culte du 1 contre 1, de la valeur individuelle, tu dois prouver contre un autre. Et parfois, le concept d'équipe, il est forcément un peu relégué au second plan. C'est inévitable. Et pour le côté. Alors, moi, je conçois évidemment que les joueurs pros, ils ont. Sur des petits détails, sur la sensibilité, de la connaissance de leur sport. Moi, jamais j'irais dire. Et du milieu, la connaissance du milieu. Et du milieu, j'irais jamais dire je connais mieux le basket que Kenyon Martin, tu vois, c'est sûr et certain. Mais par contre, c'est vrai que après, faire un peu preuve de condescendance en mode vous savez pas, il y a des choses qu'on peut pas savoir et comprendre. Et par exemple, quand t'as pas trop de background basket, moi par exemple, je vais prendre mon exemple, j'ai jamais joué en club. Vous me verrez rarement aller dans la grosse analyse technique, tactique et tout, et dire il aurait dû faire ça sur le terrain. Je parle vraiment de gestes de basket, il aurait dû faire ça, ou son geste là est mal exécuté. Évidemment, tu peux avoir un avis par rapport à ce que tu vois et tout, mais c'est le seul truc à la limite que je trouve, c'est que si t'es vraiment incapable de faire certaines choses, tu parles de la globalité et de choses que tu peux maîtriser, mais tu vas pas lui dire je pense que tu devrais faire tes lay-up, tu devrais plus les faire comme ça. Voilà, c'est juste ça. Par contre, sur un avis global et de perception, bah oui, t'es pas obligé d'avoir joué au basket, c'est évident. Oui, bien sûr, mais moi je vais totalement dans ton sens. Je pense que tout le monde doit être humble sur quand on parle d'un sport. Personne ne comprend tout. À part peut-être quelques génies, mais c'était pas. Je cherchais pas à défendre absolument les journalistes. Je me sens pas, par exemple, visé quand il y a des propos tenus de la sorte. Tu as raison. Là où c'est important, c'est effectivement la globalité. Dans sa globalité, dans la globalité du sport, tu n'as pas forcément besoin d'être un ancien pro pour comprendre bien le sport. Par contre, c'est vrai qu'il y a des aspects qui vont te manquer. De la même manière que je pense que les anciens pros, dans leur compréhension du sport, devraient eux, ou les pros actuels, devraient eux aussi rester humbles sur certains aspects. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre bien mieux que d'autres des points. Et bien sûr que dans l'ensemble, le basket, ils vont sans doute mieux le comprendre. Mais tout l'ensemble, voilà, je pense que chacun devrait rester humble dans l'analyse. Et ouais, enfin, c'est ce genre de commentaires, genre les vraies personnes du basket, c'est un truc. Bon, après, Kenyon Martin, Gilbert Arenas, on sait bien, mais tu vois, là, on n'est même pas sur une émission type ESPN ou Kendrick Perkins qui chercherait absolument à créer de la. Bon, il y a la volonté de buzz, mais je ne sais même pas si Kenyon Martin, dans sa tête,
je sais pas, je suis même pas sûr qu'il est en train de se dire ah bah tiens avec ce segment là je vais faire des vues. Non, Tu non, vois, je suis non, même non, pas sûr qu'il soit dans une optique marketing. J'ai non, mais l'impression qu'il dit vraiment ce qu'il pense, quoi. Martin, il a toujours été comme ça. Il y avait l'espèce de début de polémique avec Jeremy Lin à l'époque, tu sais, sur l'appropriation culturelle, des dreadlocks, des tatouages, des machins. Bon, il a toujours été comme ça, même en tant que joueur, il avait pas sa langue dans sa poche, donc c'est. Et bon, après, il a une certaine franchise, une certaine honnêteté. Il le pense vraiment. Il pense vraiment, je pense, que Kyrie Irving est un meilleur joueur de basket selon ses critères à lui et les critères d'une certaine partie de ses collègues ou d'une génération. Et voilà, bon, après, ça peut se respecter. C'est juste que c'est vraiment le côté, c'est les gens, les vrais, tu vois, les vrais savent. C'est le côté les vrais savent. Et bon, voilà, bref, c'est un débat intéressant qu'on pourrait élargir un jour plus tard. Et ça vaut pour tous les sports. Hein, tu sais, moi, je l'ai vu pour le foot aussi. Enfin. Ah oui, pour tous. Voilà. Mais j'ai l'impression que même au rugby, on en a parlé récemment. Enfin, ouais, mais même en vraiment dehors, n'importe quel sport. Tu sais, quand des gens donnent leur avis sur de la politique et tout ça, sans connaître forcément les tenants et les aboutissants, tout le monde a évidemment le droit d'avoir un avis et le droit de l'exprimer, mais tout dépend de la manière et de l'objectif après. C'est bon. De toute façon, je pense qu'on en reparlera. Ce sera un sujet intéressant à élargir. Oui, c'est vrai. Ça pourrait faire. On devrait, en tout cas, je pense qu'on devrait tous rester humbles sur nos propres connaissances, quelles qu'elles soient, quel que soit le sujet. Enfin bon, fermons cette parenthèse. Voilà, on a voulu commencer par ce petit sujet. Maintenant, revenons sur des trucs un peu plus factuels. Il y a eu pas mal de prolongations de contrats qui sont tombées pendant le week-end, vu qu'il y a la deadline approche pour les joueurs qui ont fait déjà 3 saisons en NBA. Ouais. Du coup, on a eu la prolongation. Denis Avdija prend 55 millions sur 4 ans avec les Wizards. Ouais. Zach Collins prend 35 millions sur 2 ans au San Antonio Spurs. Et Zeke Nyanji prend 32 millions sur 4 ans aux Nuggets. Est-ce que voilà, il y a une prolongation qui te marque? C'est des joueurs on va dire entre guillemets de seconde zone. On est sur des role players. Est-ce qu'il y en a une qui te marque un peu plus particulièrement? Bah, tu te doutes bien. Oui, je doute bien, Denis Avdija. Forcément, ça m'intéresse. J'étais un peu surpris parce que je me suis dit, avec la situation à Washington, je m'attendais à ce qu'ils deviennent restricted free agent, surtout que les Wizards n'avaient pas fait signer de deuxième contrat. Enfin, en tout cas, un rookie des Wizards n'avait pas débuté de second contrat sous le maillot des Wizards depuis Otto Porter Jr., qui a été drafté en 2012 quand même. Donc je me suis dit, bon, Avdija... C'est 2015 sa prolongation. Ouais, quoi. Voilà. Je me dis, Avdija fait pas l'unanimité à Washington et tout ça. Moi peut-être je suis pas objectif, mais je trouve qu'on a quand même vu des choses. Et au final, donc, il prolonge. Je pense qu'il y a 2 trucs à analyser dessus. Alors déjà, si on reste franco-français, c'est un concurrent direct pour Bilal Koulibaly. C'est sur le même type de poste. Ouais. Je pense que ça veut dire que dans un temps, et on l'a vu dans les dispositions à l'entraînement apparemment, Bilal sera remplaçant et Avdija titulaire. Je pensais qu'il serait titulaire. Okay. En tout cas, alors pour moi, ce move-là de dire on te prolonge à un montant favorable, c'est-à-dire qui veut aussi dire que tu es un asset pour un trade. C'est-à-dire que s'il y a une équipe qui se manifeste et qui nous envoie un truc cool, et il est attractif avec ce contrat, hein, tu es à quoi, 11 millions par saison? Non, un peu plus. 55 divisé par 4, non, t'es plus. Voilà les maths, super. Mais t'es quoi? T'es à 15 millions? En gros, non, mais c'est 14. Plus. Voilà, 14. Oui, bac littéraire ici. Mais c'est relativement... 13,5. Dans la NBA d'aujourd'hui, sur un joueur qui a ce potentiel-là, que moi j'estime être un fort potentiel, de two-way player, c'est un excellent joueur défensif. Et il l'a montré en sélection notamment. C'est aussi un joueur qui peut être la première option offensive en basket FIBA en tout cas, et après peut-être en NBA, on verra. Il a quelques encore lacunes qui font que c'est peut-être pas, ou il n'a pas eu les opportunités non plus, mais il peut très bien être transféré parce qu'il est attractif. Si ça fonctionne pas et qu'il décide que c'est pas sur lui qu'ils veulent miser, mais plutôt sur Koulibaly et d'autres jeunes de l'équipe, Avdija peut totalement entrer dans un trade avec ce contrat-là qui est favorable. Et si ça marche bien, s'il s'avère que son potentiel s'exprime pleinement, t'as un joueur qui est payé pas grand-chose. Pas grand-chose, qui a un contrat qui est pas énorme pour un garçon productif. Donc voilà, dans les 2 cas, je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Si ça fonctionne pas, lui peut être transféré parce qu'il a encore une cote et qu'il y a des équipes qui sont intéressées par son profil. Et si ça marche bien, bingo pour les Wizards, ils auront un joueur fort à prix raisonnable. Donc, mais je pense que ce que je disais pour Bilal, c'est que sur les derniers entraînements, tu sais, il y a le jeu des il était avec les chasubles bleu-gris et visiblement à Washington, de ce que disent les mecs là-bas, c'est les mecs qui sont remplaçants. Donc il a été beaucoup titulaire en attendant que la situation d'Avdija soit réglée. Il aura beaucoup de temps de jeu, ça fait aucun doute tellement il a été bon. Mais je pense que sur le 5 de départ, ce sera Avdija, ouais. Enfin, alors là, c'est marrant parce quand on a fait le podcast sur les Français, que je vous invite
à écouter d'ailleurs, il est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Pour un des scénarios, voilà, pour le scénario pire de Koulibaly, moi je craignais que, alors je l'imaginais titulaire, mais je craignais que voilà, s'il n'y a pas de production offensive, son nombre de minutes à un moment baisse parce que les coachs peuvent être tentés des fois d'oublier, ça arrive, ça dépend de la philosophie de ton staff, etc. Mais quand tu marques moins, généralement, des fois, on te voit moins. C'est triste à dire, mais c'est une vérité. Et là, en commençant sur le banc, je l'aurais préféré le voir en fait avec des joueurs forts. Je pense que ça aurait été Koulibaly très intéressant pour lui d'être aux côtés de Poul et Kuzma. J'espère qu'il aura des minutes aux côtés de Poul et Kuzma parce que là, pour le coup, on verrait son boulot parce qu'on verrait le boulot monstre qu'il est obligé d'abattre en défense pour compenser ses coéquipiers et il aurait eu l'attention offensive aurait été complètement sur Poul et Kuzma. Il aurait peut-être eu des paniers faciles en coupant, etc., des trucs en transition. En sortant du banc, tu joues avec des joueurs moins forts. Je pense que c'est des moments où les Wizards vont se faire littéralement allumer. Alors on verra, peut-être pas, hein. Peut-être que le 5 des remplaçants tiendra le choc, mais il y aura moins de talent en tout cas sur le terrain. Alors peut-être qu'il aura plus d'occasions de se montrer balle en main, mais je ne sais pas trop. Enfin bref, il faudra voir ce que ça donne. Par contre, pour revenir juste sur Avdia, oui, je pense que de toute façon, personne au Wizard, il n'y a aucun joueur qui est verrouillé. J'ai l'impression que c'est comme les Sixers quand Sam Hinkie avait tout cassé, quoi. C'est n'importe quel mec qui brille, si on se dit ah non, ça colle pas dans le projet, tu peux le rééchanger contre des pics, etc. Donc s'il y a une équipe qui vient chercher Avdia, qui est prête à lâcher des assets, je pense que les Wizards ils sont prêts à prendre. Ils se cherchent leur nouveau visage du projet, il n'y en a pas pour l'instant. Mais Bilal, c'est un truc à la draft, mais c'est pas leur superstar de demain. Et leur superstar de demain, ils espèrent la choper en juin prochain, quoi. Ah, c'est ça. Juste pour défendre, pour me faire encore une fois le partisan de Deni Avdia, parce que je conçois qu'il a pu être décevant par l'instant, que ça n'a pas été le titulaire indiscutable parfait. Bon, mais il a joué dans des équipes majoritairement dysfonctionnelles. Depuis 2020, depuis son arrivée, si tu prends les classements dans la franchise, parmi tous les joueurs qui ont évolué dans la franchise depuis 2020, il est premier au scoring, au rebond et aux interceptions, troisième au nombre de contres, quatrième au scoring et aux passes décisives. Donc c'est quand même bon. Il a marqué plus de points que Bill sur la période. Alors, faut que je regarde si c'est sur les joueurs encore présents. Oui, parce que j'allais dire, il y a quand même beaucoup de monde qui a bougé. Quoi. Mais en fait, indépendamment, ça veut dire qu'il est productif. En fait. Même s'il y a du monde qui a bougé, déjà, il est encore là et il est productif. Et il y a aussi ce qu'on voit pas. Et je vous invite à regarder sa défense parce qu'il peut défendre sur quasiment tous les profils en NBA. C'est un très bon joueur de Il a un côté playmaker. Alors voilà, moi j'ai un soft spot pour lui parce que je l'ai vu. Je trouve qu'il a du flair, une vision de jeu, un côté en attaque qui peut être vite. Aux premières options NBA, c'est compliqué. Il y en a tellement peu de joueurs qui peuvent faire ça, mais je suis sûr qu'il n'a pas encore trouvé la bonne situation et que ça peut être une équipe où on lui fait confiance et qui est un peu mieux bâtie que ne le sont les Wizards. Je pense que ça peut être bien. Yes, on va passer un sujet un peu plus triste, c'est les blessures. C'est vrai qu'on aurait limite pu ouvrir par ça. C'est un peu l'info de ce matin. C'est tombé hier soir. C'est celle de Steven Adams déjà. Steven Adams, c'est une nouvelle terrible. C'est-à-dire que il s'était blessé au genou. Il avait ressenti une gêne au genou en fin janvier dernier. À la base, il était annoncé pour 4 semaines. Au final, il n'a pas rejoué de la saison. Il n'a pas joué les playoffs non plus avec les Grizzlies. Et il a une blessure au ligament du genou. Il a tenté de se soigner, enfin de guérir sans passer par la case opération. Ça n'a pas fonctionné. Il a joué en pré-saison avec Memphis là, les dernières semaines. Il y a toujours cette gêne, cette blessure au genou. Du coup, là maintenant, passé sur le billard et 1 an d'absence pour Steven Adams. Terrible nouvelle pour le joueur, évidemment. Et puis pour les Grizzlies, c'est une grosse perte à l'intérieur. Ça fait super mal. Enfin, je suis en train de revoir mes prétentions, mes prévisions pour Memphis un peu à la baisse parce que je comptais beaucoup sur son retour. Alors, sur le joueur, voilà, on sait que c'est une machine à rebond, c'est une armoire, c'est un vrai guerrier, pas de. Mais tu sais, sur le côté leader de vestiaire aussi, il est ultra respecté. Même si Ja Morant avait visiblement pas. On avait rien à secouer. Visiblement, Adams, entre autres joueurs plus expérimentés, avait pris Morant à partie plusieurs fois dans la saison en lui disant qu'il déconnait, quoi. Ça n'a pas fonctionné, mais moi je comptais vraiment sur lui dans le pool de leader de l'équipe avec Marcus Smart notamment. Il sera peut-être il sera dans l'entourage de l'effectif. Je l'imagine pas se barrer, faire retraite spirituelle en Nouvelle-Zélande. Je pense qu'il va rester dans l'entourage de l'équipe quand même et ce sera important.
Mais sur le strict plan sportif, il va falloir que d'autres gars pas se révèlent, mais au moins en fassent un peu plus. Montent au créneau, les Xavier Tillman, peut-être John Ouais, Conchar, enfin Santi Aldama. Santi Aldama qui est dans un autre registre, que je considère plus comme un intérieur offensif qui est très doué. Hein, Ouais, c'est mais un tu vois, poste 4. sur ce qu'apporte Adams sur le combat et sur la défense, sur toutes ces choses-là, c'est difficilement remplaçable. Donc c'est effectivement une nouvelle assez dure pour Memphis. Oui, je trouve que c'est le partenaire idéal dans la raquette de Jaren Jackson Jr. Jaren Ouais. Jackson Jr., c'est pas une machine au rebond, c'est un bon défenseur, mais dans un style lui aussi un peu particulier. Je pense que c'est important pour lui de jouer avec un. Disons qu'un Jaren Jackson Jr. au sommet de son potentiel serait un poste 5, mais un poste 5 dans une version Anthony Davisienne, Ouais. avec ses particularités à lui, évidemment. Mais là, dans les faits, aujourd'hui, je pense que Jaren Jackson Jr. a besoin de jouer avec Steven Adams. C'est du coup une grosse perte pour les Grizzlies. Il y a une autre blessure, elle concerne Frank Ntilikina. Ouais. Fracture du tibia, au moins 4 semaines d'absence. Et c'est problématique parce que son contrat n'est pas garanti et il joue dans une équipe. Il joue aux Hornets. Peuvent être susceptibles de le couper ou juste simplement pendant son absence donner leur chance à d'autres joueurs, dont Théo Malédon d'ailleurs, qui ont tout contract avec Charlotte. Et ça peut être pour Ntilikina dur de revenir en NBA. On ne lui souhaite pas, mais il y a une interrogation là. C'est sûr, parce que bon, il a vraiment pas de bol parce qu'il s'était blessé avant la Coupe du Monde. Ouais. Là, il jouait un peu ça. Bon, il avait pas énormément de temps de jeu, hein, même en préparation. Franchement, c'était déjà pas. Les opportunités étaient limitées. Mais Clifford avait souligné sa défense. Il disait que c'était le meilleur défenseur de l'équipe. Hein. Ouais. C'est parce que c'est pas compliqué, mais je suis d'accord, j'ai un peu peur pour la suite parce que et même lui, en fait, sur le choix sportif, s'il essaie de garder les JO en ligne de mire, il faut qu'il joue. Il va falloir qu'il joue. Enfin, logiquement, si on en croit la nouvelle politique, nouvelle stratégie, je pense s'il y a plus de passe droit, il y en aura encore moins pour les joueurs qui sont pas des capitaines ou des indispensables. Même si moi je considère qu'il a beaucoup manqué à la Coupe du Monde. Faudra qu'il joue et si ça doit passer par un retour en Europe, je pense qu'il faudra pas hésiter ce coup-ci parce que au bout d'un moment, on voit que ça reste possible de revenir après. Si son rêve c'est vraiment l'NBA et qu'il veut pas lâcher, il y a peut-être un monde où il pourra revenir, mais là il y a trop de signaux négatifs, trop de malchance. Moi j'ai envie de le voir au JO parce que je considère qu'on n'a pas de meilleur défenseur sur ce poste-là. Et qu'il a montré qu'il était bon en équipe de France et je pense du coup il doit jouer. Donc si c'est pas en NBA, parce que où que ce soit en NBA, il y a peu de chances qu'il ait un fort temps de jeu dans tous les cas. Et je pense que c'est peut-être le moment de réfléchir au retour en Europe. C'est un signe. Et 4 semaines pour une fracture au tibia, ça me paraît pas beaucoup d'ailleurs. Hein. C'est au moins 4 semaines. Au moins 4 semaines. Donc minimum, ça peut être 3 mois. Quoi. Il y a moyen que ce soit plus. Ouais. Donc voilà, on va lui souhaiter on verra ce que vont faire les Hornets avec son contrat. Ouais. Il est garanti à hauteur de $200,000, ce qui pour une franchise est une bouchée de pain. Quoi. Ils peuvent très bien lui donner ces 200,000 et le couper pour aller tenter un autre jeune, chercher un mec en J-League. On verra quelle est la décision des Hornets à ce sujet. C'est ça. Mais effectivement, c'est compliqué. Un bon rétablissement et puis on espère que ça va le faire. Yes, et vu qu'on parle des Hornets, on peut terminer, on a ouvert par un sujet spécial, on peut terminer par un sujet un peu particulier aussi, plus sombre. Ça concerne Brandon Miller, qui va devoir repasser devant un juge. Brandon Miller, donc l'affaire remonte à janvier dernier, avant sa draft, quand il jouait encore à Alabama. Il y a eu une fusillade mortelle, une jeune femme a été assassinée. Dans l'affaire, il y a l'implication d'un ancien coéquipier de Brandon Miller, Darius Miles, pas le joueur NBA, on avait cru c'était un joueur d'Alabama et un ami de Darius Miles. Et lui, Brandon Miller, était celui qui avait fourni l'arme à Darius Miles. Donc, son coéquipier Darius Miles lui avait demandé une arme. Il avait fourni une arme. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances, mais ça, a priori, ça a déjà été élucidé, résolu. Voilà, exactement. Il n'y a pas eu de charge criminelle contre Brandon Miller. Donc, il a au pénal, pour tout ce qui est pénal, il est je perds mes mots. Bon, il est tranquille à ce niveau-là, je suis désolé. Il a été disculpé sur innocent. Disculpé sur. Voilà, exactement. Merci, Shai. Heureusement que tu es là pour parler correctement. Ce matin, je suis à côté. C'est parce que tu regardes pas assez New York Unité Spéciale, section criminelle et tout, t'inquiète. Oui, je dors pas assez peut-être aussi. Mais bref, tout ça pour dire. Maintenant, il y a un procès au civil. Il y a une action en tout cas qui est faite par la famille pour montrer un peu
C'est wrongful death en anglais. En français, c'est un peu dur à traduire, mais voilà, faute qui aurait entraîné la mort, on va dire ça comme ça. Et Brandon Miller, donc il y a les 3 prévenus, enfin les trois se retrouvent au cœur. Il y a Darius Miles, l'ami de Darius Miles, Darius Miles et son ami sont eux d'ailleurs risquent la peine capitale, quand même de savoir, pour ce qui est du procès pénal. Là, Brandon Miller est impliqué il va devoir s'expliquer devant un juge, c'est-à-dire que la famille veut savoir dans quelles circonstances cette arme s'est retrouvée sur les lieux d'une dispute. Il faut quand même savoir qu'en gros, je vais te laisser la parole, mais donc voilà, il y a eu une dispute. Brandon Miller, son coéquipier, lui a demandé de lui passer une arme. Il a fourni l'arme, sachant qu'ils allaient aller quand même résoudre une dispute. Et il se serait, ça c'est la version de la police, il aurait quand même été présent sur les lieux du meurtre. Il aurait assisté au meurtre, en fait, Brandon Miller. Ça, c'est ce qu'on Et la famille veut savoir les circonstances, dans quelles circonstances tout ça s'est produit. Et donc, voilà, encore une affaire extra-sportive pour les Hornets. Et un sujet de distraction, évidemment, pour Brandon Miller, qui va débuter sa carrière NBA dans des conditions particulières. Moi, je savais, dans l'affaire, je ne sais pas si c'était déjà, si ça avait déjà été reporté, mais le fait qu'il soit sur les lieux du crime, j'avoue que je m'en souvenais pas. Je pensais qu'il avait fourni l'arme, qu'il avait été disculpé parce que il n'était pas présent ou qu'il savait effectivement pas à quoi allait servir l'arme. Mais visiblement, il était quand même présent. Il était la ligne de défense de l'avocat. Non, mais la ligne de défense de l'avocat, c'est de dire, il a accompagné en pensant qu'il y avait possibilité qu'il y ait conflit, mais c'était plus pour assurer la défense de son pote. Il savait pas que l'autre allait être l'agresseur, plus ou moins. Et je pensais que c'était, c'est ça qui fait qu'il a été disculpé, en fait. Ils ont réussi à déterminer qu'il n'avait pas touché l'arme et qu'il n'avait pas actionné l'arme ou été impliqué directement dans ce qui s'est passé là-bas. Mais il était présent. Oui, d'après un rapport de police, il était présent. C'est-à-dire que la police a réussi à établir, en tout cas, on verra si après c'est démenti ou s'il prouvait le contraire, mais le rapport de police aurait établi que oui, il était présent au moment sur les lieux du crime. Quoi. La famille veut surtout, a priori, veut des dommages et intérêts, ce qui semble logique. C'est un procès civil. Voilà, et veut que Brandon Miller soit impliqué dedans et soit reconnu comme partiellement responsable de ce qui s'est passé. Ce qui semble pas non plus déraisonnable à partir du moment où il a donné l'arme et où il était sur le lieu du crime. Mais ouais, ça fait, comme tu dis, ça fait une nouvelle distraction. Il y en a une tous les jours à Charlotte où on dit que ça va pas tanker. C'est le son de cloche des Hornets. Hein. Ils disent pas on va tanker. Ils disent non, regardez, on a All-Star avec la Melo Ball. On a des joueurs talentueux, ce qui n'est pas faux, mais c'est pire début de saison possible. Pour démarrer dans l'inquiétude, tu changes de propriétaire, t'as des joueurs qui chacun dans leur registre ont eu des soucis, que ce soit au volant ou sur de l'extra sportif d'un genre différent. C'est très très compliqué quand même. Et Brandon Miller, c'est surtout ça, parce qu'il est très très attendu, c'est un numéro 2. Il est en mission pour prouver que Charlotte n'a pas fait une énorme erreur en ne prenant pas Scoot Henderson, parce que malheureusement pour eux, on est beaucoup à penser. Et je vais te dire, même sans cette histoire-là, je pense que ça se défendait totalement de prendre Henderson avant Miller, je trouve. Donc grosse pression sur lui, et avec l'extra sportif qui va, ça fait beaucoup de choses à gérer pour la franchise et un joueur aussi jeune qui a cette pression. Surtout dans un vestiaire aussi jeune, là aussi, pour le coup, il n'y a pas forcément de cadre. J'imagine pas Gordon Hayward être le vétéran. Peut-être que je me trompe. Non, je pense qu'il leur dit laissez-moi jouer à Counter-Strike, je m'occupe pas de vos trucs. Il est un peu comme ça, Gordon Hayward. Je suis pas sûr il avait déjà beaucoup de mal avec le leadership à l'époque du Jazz. C'est pas quelque chose qui en lui. C'était aussi ce qu'il avait mené d'ailleurs à rejoindre Boston. Là, je vois pas qui est le cadre de ce vestiaire, qui va tenir cette bande de jeunes gars. Et surtout, à chaque fois qu'il y a un problème, tu penses que c'est terminé, au final, ça refait surface. Ça a l'air quand même très compliqué du côté de Hornets. Si c'est la Melo Ball le leader, c'est compliqué quand même aussi. Je parle pas du sportif, je parle de voilà, le leadership et tout. Ça m'a pas l'air d'être son délire forcément d'être leader d'une équipe, ou alors il faut qu'elle soit vraiment compétitive. Et puis au milieu de ça, tu as Miles Bridges qui est toujours dans le groupe. Enfin, même si on sait pas vraiment s'il s'entraîne à part, s'il est avec le groupe. Enfin, c'est compliqué. Honnêtement, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer, si des joueurs vont réussir à émerger de cette situation, ou si à un moment ils vont pas se dire parce que c'est toujours Kupchak le GM, on est d'accord, je dis pas de bêtises. Oui. Enfin bon, lui-même peut sembler un peu has-been. Je sais pas s'il se demande pas un peu ce qu'il fait dans cette galère avec Jordan qui est parti.
des nouveaux propriétaires, un coach Steve Clifford qui a pas tellement eu ce genre de situation avant non plus. Même à Orlando, quand il a eu Charlotte, ils étaient compétitifs. Il y avait encore Kemba Walker et consorts. Là, je sais pas quoi m'attendre pour eux. Je sais pas si je les mets vraiment dernier parce que sur le papier, sur le talent, ils ont plus de talent peut-être individuel que d'autres équipes. Parce que la Melo Ball, Miles Bridges, PJ Washington, même Terry Rozier, c'est très correct. Brandon Miller, c'est un joueur Ouais. talentueux. Mark Richards. Le duo Nick Richards, Mark Williams, c'est pas mal à l'intérieur aussi. Mais Oui, Nick écoute, Richards. J'ai je fait un pense mix des deux. les joueurs créés sur Touquet, ça fait un Ouais. peu. Mais bon voilà, c'est ok. On peut pas dire grand chose de plus qu'on verra parce que c'est une des équipes qui est le plus compliquée à analyser en fait, bêtement. De toute façon, on aura bientôt une réponse. La NBA, comme je l'ai dit, reprend dans la nuit de Oui. mardi à mercredi. Les Hornets ne joueront pas le premier soir. Demain, il y aura évidemment un nouveau CQFR. Demain, il y aura aussi une grande late session spéciale pronostic. Donc, n'hésitez pas, soyez au rendez-vous. On fera tous nos pronos, sans doute quelques prédictions un peu folles, etc. Aujourd'hui, il n'y aura pas de podcast exceptionnellement, il est décalé à demain. Donc demain, il y aura aussi un podcast en plus d'un CQFR et d'une Session. Je vous invite, la chaîne se diversifie, hein. Peut-être vous avez fait gaffe, mais on a donc maintenant tous les samedis matins, ça va être tous les samedis, Shai, je dis pas de Ouais, bêtises. samedi après, on enregistre le samedi matin à cause Oui, du décalage du horaire, décalage mais horaire. Ouais. Mais par contre, c'est vers 17h en général, Benjamin tous les samedis, ouais, le Moop Deep, Moop le Deep. Moop Deep podcast, un podcast en direct de San Antonio. Tu veux peut-être nous parler un peu du premier Bah, épisode, ouais, hein? on a fait le premier pour introduire un peu le format. Là, c'était très concentré sur Victor Wembanyama parce qu'il venait de jouer quelques heures plus tôt. Donc forcément, Benjamin étant là-bas, c'était intéressant. Il nous a parlé un peu du phénomène médiatique et sportif. Mais ce sera évidemment pas que sur Victor tout le temps. Il nous donnera son point de vue d'insider maintenant. C'est cool de pouvoir dire ça, mais il sera vraiment insider. Donc il parlera de toutes les tendances qu'il peut observer quand il va au match, de ce qu'il voit depuis là-bas avec un œil forcément un peu différent du nôtre où on est à des milliers de kilomètres et on n'apporte pas forcément le même regard. Et ce sera donc tous les samedis vers 17h, ce sera posté dans l'après-midi. On l'enregistrera le matin comme je disais et ce sera retrouvé sur YouTube. Yes, et tous les dimanches maintenant, hein, le rendez-vous Hoop Culture et l'épisode 6 est sorti, donc avec Théophile Messer et Pierre-Amand Samama. Donc je vous invite aussi à regarder ça. Et nous, on se retrouve demain matin pour un nouveau CQFR. Ciao à Yes, tous! ciao.